aussi notre bien-être social au détriment des limites écologiques. Bon, l'exposé du ministre a montré clairement qu'ici à Djibouti, les modèles économiques tels que nous les pratiquons jusque-là soulèvent de nombreux problèmes, à la fois sur le plan environnemental et social. Donc clairement, nous ne pouvons pas continuer à limiter, à ignorer les limites écologiques en fait qui s'opposent à notre modèle actuel. Je sais par exemple que tous les étudiants qui commencent les études universitaires en faculté d'économie, l'une des premières choses qu'ils apprennent à faire, c'est de faire de la maximisation du bien-être sous contrainte. Et c'est une contrainte qui est une contrainte du coût économique. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce modèle est imparfait parce que nous ne tenons pas justement ces coûts environnementaux, ces coûts écologiques dans le modèle d'optimisation. Alors, d'où l'économie verte inclusive pour essayer justement d'apporter une réponse à ces problèmes qui se posent ainsi et de nous donner un outil opérationnel, un outil qui se veut orienté sur les actions, de sorte que nous puissions justement nous affranchir des modèles économiques actuels pour aller dans une logique qui nous permette d'opérationnaliser le développement durable. Alors, nous parlons d'économie verte inclusive. Donc, je veux insister sur le mot inclusif ici. L'exposé du ministre l'a aussi montré clairement, la dimension sociale est très forte dans les interactions qu'il y a entre l'environnement et les impacts sociaux. Donc, nous ne pouvons pas simplement nous focaliser sur les impacts environnementaux et ignorer les impacts sociaux, mais nous ne pouvons pas aller sur une approche et nous rendre compte quelques années après que nous avons oublié un élément de la solution qui est l'aspect social. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc il faut à la fois poursuivre de façon équilibrée les trois dimensions du développement social et du développement durable, à savoir la dimension économique, la dimension environnementale, mais aussi la dimension sociale. Et donc nous entendons par économie verte inclusive une économie qui permet de soutenir une croissance rapide de nos économies, surtout dans le contexte africain, et qui en même temps nous permet de limiter nos émissions de carbone, de réduire les émissions de déchets et de renforcer l'efficience dans l'utilisation des ressources, et qui en même temps nous permet justement d'accroître le bien-être social et en particulier de réduire la pauvreté et les inégalités. Alors, l'économie verte inclusive nous permet d'apporter une approche holistique à la question, en fait, de la soutenabilité environnementale et tous les problèmes que cela soulève. Il ne s'agit pas, dans cette approche, de se concentrer sur des projets individuels, voire même de limiter simplement à quelques secteurs, mais de voir de façon holistique, de façon intégrée, quels sont les effets d'entraînement que l'on peut engager pour permettre justement à l'économie de se mettre sur la voie de la transition vers l'économie verte et d'aller donc sur un sentier de développement durable. Donc très clairement, est-ce que c'est une voie à suivre? La réponse est oui. Donc le ministre, encore une fois, a beaucoup insisté sur cela dans le cas de Djibouti. Le sommet du Rio +20 a soutenu le fait que l'économie verte inclusive réellement ait des instruments pour aller vers le développement durable. Et aujourd'hui, le marché aussi nous montre la voie. Et si vous avez suivi l'actualité au cours du mois d'avril notamment, vous aurez noté que en 2013, les capacités nouvelles installées pour la production d'électricité ont été de 143 gigawatts pour la production d'énergie renouvelable. Et pour les installations d'origine fossile, on a eu une capacité installée de 141 gigawatts. Donc, les installations à l'énergie renouvelable dans le monde aujourd'hui dépassent les installations à l'énergie fossile. Donc, ça veut dire que le marché lui-même nous montre la voie et nous montre que c'est possible. Et la bonne nouvelle ici, c'est aussi que les prix sont en train de baisser au niveau de ces technologies et les technologies sont de plus en plus maîtrisées.
sécurisé. Donc, pour ceux qui hésitaient encore à se lancer, le marché nous montre la voie. Et par exemple, il y a eu une augmentation de 17% des investissements dans les énergies renouvelables entre 2013 et 2014. C'est pour vous dire qu'il y a de bonnes opportunités d'affaires dans cette stratégie, dans cette approche-là. Et troisième point pour soutenir le fait que c'est vraiment une voie dans laquelle nous pouvons nous engager à toute sérénité, et c'est le fait que l'Afrique montre la voie, et je dirais en particulier l'Afrique de l'Est montre déjà la voie. Si vous prenez aujourd'hui les 4 pays en Afrique qui ont des stratégies clairement élaborées pour justement promouvoir l'économie verte, et ces 4 pays, vous avez le Mozambique, le Rwanda, l'Éthiopie, le Kenya. Donc vous voyez que 3 de ces pays sont dans la région est-africaine. Donc c'est une région qui est déjà leader, qui montre déjà la voie dans ce domaine-là. On a entendu le ministre dire, Djibouti est aussi en train de mettre ses stratégies pour répondre sur un plan macroéconomique à ces questions-là. Et aborder la question de l'économie verte dans le contexte aussi sous-régional a l'avantage de permettre la coordination des politiques à ce niveau. Et la coordination est importante, ça permet au pays de bénéficier d'économies d'échelle. On le voit par exemple avec le projet de barrage hydroélectrique de l'Éthiopie, en partenariat aussi avec Djibouti, on a vu avec les infrastructures de chemin de fer. Donc tout ça, ça permet de mutualiser les efforts, de faire des économies d'échelle et aussi de contourner d'autres imperfections du marché sur lesquelles je n'aurai pas l'occasion de le marquer ici, mais sur lesquelles on pourrait venir par la discussion. Alors, qu'est-ce que nous faisons à la CEA? Nous contribuons à la production de connaissances sur l'économie verte inclusive, notamment pour informer nos pays membres africains. Et nous aidons à la formulation et à la mise en œuvre justement de cette politique d'économie verte inclusive. Nous avons plusieurs études qui sont en cours dans plusieurs pays africains dans ce cadre-là. Je reviendrai un peu plus sur cela. Et notre approche de l'économie verte inclusive consiste surtout à l'intégrer dans notre discours pour la transformation structurelle. Vous savez que dans l'agenda de la CEA, la transformation structurelle et l'industrialisation sont très hauts dans notre agenda, et nous voulons justement aborder l'économie verte inclusive dans ce contexte pour assurer des bénéfices à la fois environnementaux, économiques et sociaux durables. Donc, quelques leçons à présent que je voudrais partager sur l'expérience de la CEA, au regard en tout cas de ce qui se fait dans un certain nombre de pays africains. Une des premières leçons, c'est que les pays en développement et les pays africains peuvent réussir dans ce domaine, dans l'économie verte inclusive. Donc l'Afrique du Sud, c'est un pays qui montre beaucoup la voie en Afrique. Le Kenya, et c'est un peu une des surprises que les observateurs ont constaté sur les marchés ces derniers mois. C'est un pays qui a reçu des investissements importants dans le domaine des énergies renouvelables, que ce soit au niveau de la géothermie, de l'éolien ou du solaire. C'est un pays qui montre vraiment la voie. Un élément important pour réussir ça, c'est la volonté politique et le leadership. Très important, ça s'est vu au Rwanda, ça s'est vu dans tous les pays qui ont réussi à mettre cette stratégie. Il faut ensuite que les processus soient inclusifs. Il faut donc prendre en compte tous les partenaires dans ce processus-là pour qu'ils réussissent. Il faut des approches graduelles qui soient aussi prudentes. Il faut assurer une cohérence entre justement ces politiques d'économie verte inclusive et les stratégies de transformation structurelle. Enfin, pour conclure, la vraie question qui se pose ici, dans un certain nombre de pays comme l'Éthiopie, le Rwanda, c'est la question de la soutenabilité financière macroéconomique de ces stratégies-là. Donc il faut réellement que l'économie verte inclusive permette d'accompagner la transformation structurelle de sorte à ce que les pays puissent assurer leur équilibre financier et à la fois interne et extérieur. Sans cela, on ne peut pas réussir. Pour que cela se fasse, il faut vraiment mettre l'accent sur l'industrialisation. Je vous remercie. Je me suis exprimé très clairement là-dessus. Pour les 4 pays que j'ai cités, ce sont des pays qui ont déjà engagé des stratégies bien avant que nous nous engageons
nous faisons un travail critique sur ces stratégies-là. Et pour, par exemple, dans le cas de l'Éthiopie, voir comment dans le cadre de la mise en place de la seconde génération de la stratégie de transformation qui va commencer bientôt, nous pouvons justement les accompagner à mieux prendre en compte l'économie verte inclusive. Et nous avons d'autres pays qui ne sont pas encore à des stades avancés que nous accompagnons. Mais notre travail sur ces pays qui ont déjà avancé dans la mise en place de leur stratégie de permettre, si je prends par exemple le cas de l'Éthiopie, que ce soit dans le domaine de l'énergie, avec le barrage hydroélectrique notamment, ça rentre dans ce cadre-là, donc c'est un projet concret qui est en cours, qui est en train de se dérouler. Au niveau de l'agriculture, de la conservation des terres, il y a aussi des projets concrets qui sont mis en place, qui sont financés. Le transport, c'est pareil. La ligne de chemin de fer intermédiaire à Addis Abeba, le chemin de fer avec Djibouti, tout ça, ça rentre dans ce cadre. On a vraiment du concret. On a aussi des projets dans le milieu rural pour améliorer le foyer de cuisson, pour prendre en compte justement les impacts sur la santé et la conservation des forêts et le fait d'éviter les énergies fossiles. En termes de financement, les investissements sont nécessairement multiples, à la fois avec des partenaires multilatéraux, mais aussi dans le cas de l'Éthiopie, il y a un effort important pour mobiliser les ressources internes. Il y a les souscriptions volontaires qui sont sollicitées. Il y a aussi le recours à tous les fonds qui sont disponibles dans le cadre du changement climatique. Maintenant, pour terminer, ce sont souvent les dettes qui sont contractées. Donc, pour que cela soit soutenable à long terme, ce que je disais dans la conclusion de mon intervention, c'est qu'il est important que tous ces investissements-là produisent vraiment des effets économiques importants. Notamment, il faut l'industrialisation pour pouvoir augmenter les exportations, augmenter les